Bienvenue à tous, vous regardez Midi Ensemble. En Israël, un Israélien sur 4 est pauvre. Chez les enfants, c'est 1 sur 3. C'est un constat alarmant. Ce n'est pas tant le chômage qui est en cause, puisque en Israël, la croissance économique n'est pas mauvaise. C'est plutôt la politique gouvernementale que certains remettent en cause. Pendant les périodes électorales, le sujet était plus que significatif. Nous l'avons vu lors des dernières élections législatives. Le manque de pouvoir d'achat était au centre des préoccupations de tous. Pour les uns, elle démontre l'incapacité des pouvoirs publics à garantir un niveau de vie convenable à tous les concitoyens. Et pour d'autres, elle présente des résultats basés sur des mesures subjectives qui ne reflètent pas la réalité sur le terrain. Alors la pauvreté en Israël est-elle réellement aussi importante ou est-elle présentée à l'aide d'instruments qui l'amplifient exagérément? Quelles solutions peuvent exister face à ce phénomène? Peut-on y remédier? Ce sujet est vaste et c'est celui que nous avons choisi dans Midi Ensemble. Nous allons essayer d'y voir un petit peu plus clair avec des spécialistes qui sont là. David Shapira, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien. Dorit Koskas, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du développement de l'association Leket. C'est une banque alimentaire israélienne, comme un petit peu les Restos du Cœur. Merci à vous d'être là pour nous livrer votre point de vue. Et puis Marie Semelin, qui est sur ce plateau avec moi. Comme d'habitude, vous avez enquêté sur ce dossier. Et puis Marianne Bougrin, vous êtes devant votre ordinateur. Vous allez intervenir tout au long de cette émission. N'oubliez pas que le hashtag i24 Midi Ensemble est disponible pour vous 24 heures sur 24. Vos questions, vos commentaires, n'hésitez pas. Surtout, restez avec nous. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, regardez donc ces quelques chiffres. 18% de la population israélienne est considérée comme pauvre. C'est environ 1 600 000 Israéliens. Sur ce chiffre, 44% des pauvres sont des Arabes, 16% sont des Juifs orthodoxes, 3% sont éthiopiens. Par ailleurs, 80% des Israéliens sont à découvert en permanence et lorsqu'un Israélien fait les courses, eh bien, ça coûte 19% plus cher que dans les autres pays de l'OCDE. Alors, on va tout de suite parler de cette pauvreté en Israël. David Shapira, y a-t-il vraiment beaucoup de pauvres dans ce pays ? Oui, évidemment, il y a beaucoup de pauvres et la question de savoir combien de pauvres exactement il y a, c'est aussi une question qui est difficile. Évidemment, la pauvreté, elle existe, elle est là, elle est présente. Ce qu'on ne sait pas exactement, c'est comment la définir. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a certains secteurs de population pour lesquels la pauvreté n'est pas un désavantage. Si on parle par exemple du secteur orthodoxe, religieux, eh bien, c'est presque même un idéal, la pauvreté. Il n'y a pas une recherche de la richesse. Il faut aussi prendre en compte les considérations politiques et le conflit aussi israélo-palestinien et les Arabes qui sont israéliens, qui n'ont pas accès non plus à tous les métiers, à toutes les possibilités, les opportunités qu'un Israélien, je dirais, moyen a accès. Évidemment, la pauvreté existe, alors elle est sectorielle, c'est-à-dire qu'on peut, comme vous l'avez défini, on peut la caractériser par le seuil de religiosité, par l'appartenance ethnique. Vous avez parlé des Éthiopiens, vous avez parlé des Arabes, mais elle est aussi géographique. Il faut savoir que le taux de chômage dans le centre du pays est de 5-6%. Dans les villes périphériques, dans la périphérie israélienne, c'est là qu'on trouve le seuil de pauvreté le plus important, eh bien c'est de 15 à 20%. On voit des générations entières qui sont de pauvreté qui se perpétuent Justement, ça veut dire qu'il y a plusieurs Israël, Marie Semelin ? Ça va compléter ce que vous venez de dire, et ça n'est pas que les associations qui le disent. Je pense notamment à Stanley Fischer, qui a dirigé la Banque centrale d'Israël pendant presque 10 ans, qui est maintenant numéro 2 de la Fed. Quand il a quitté son poste en 2013, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit la menace économique numéro 1 pour ce pays, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté chez les Arabes d'Israël et c'est la pauvreté chez les Juifs ultra-orthodoxes. Donc, comme vous l'avez dit, ce sont des groupes qui sont plutôt différents. Chez les ultra-orthodoxes, c'est d'abord parce que c'est des familles avec une démographie très nombreuse, ce sont des familles très nombreuses et qui sont moins intégrées dans la vie professionnelle. D'ailleurs, ça peut être source de tension entre les Juifs, on va dire, laïcs et les religieux parce qu'ils leur reprochent, en tout cas du point de vue économique, d'être inutiles, de ne pas participer activement à la vie économique du pays. Et de l'autre côté, on a la minorité arabe, où là, c'est plus des problèmes d'investissement dans les infrastructures, dans le logement, dans l'éducation, dans les transports en commun, ce qui est donc nécessaire pour s'intégrer économiquement. Mais alors justement, Dorit, comment expliquer ce décalage ? On parle d'Israël, un pays en bonne santé au niveau économique, et puis cette pauvreté dont on parle trop peu finalement.
Je crois qu'Israël est un pays qui s'est développé de façon extrêmement rapide et qu'il ne faut pas avoir peur de ces deux visages. Il y a d'un côté donc une croissance impressionnante compte tenu de la conjoncture internationale, des faiblesses de la conjoncture internationale actuelle, et d'un autre côté 1 650 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, dont 750 000 enfants, qui est un fait social majeur. Pourquoi ? Quelles sont les causes ? Je pense qu'il est important de parler de la structure de l'économie israélienne. Pour des raisons historiques, en Israël, vous avez une économie, on a tendance à croire qu'elle est libérale, elle n'est pas libérale, elle est pyramidale. C'est-à-dire que vous avez une dizaine de familles qui détiennent 90% du capital. Et donc, la loi de la concurrence s'exerce très peu ou pas. Alors justement, comme pour de nombreux autres pays occidentaux, Israël a sa définition de la pauvreté. Elle est équivalente à la moitié du revenu médian du pays. Regardez ce que ça donne en chiffres. En 2012, elle était fixée à 2820 shekels pour une personne qui vit seule. Ça fait 560 € et 4512 shekels. Ça veut dire 900 € pour un couple. Et pour une famille de 5 personnes, la ligne de pauvreté était de 8460 shekels à convertir en euros. Ça fait environ 1700 €. Alors, Marie Semelin, qu'est-ce que ça veut dire être pauvre ? Alors, c'est une bonne question parce qu'il y a plusieurs réponses. La définition sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est que ça veut dire privation. Quand on est pauvre, il faut qu'on se prive de quelque chose. Ensuite, il y a deux manières différentes de le calculer et ça fait partie du problème et du fait de pouvoir se rendre compte. Il y a ce que les économistes appellent la pauvreté relative, c'est-à-dire que vous regardez à l'échelle d'un pays combien vous gagnez par rapport au reste de la population. Donc on fait le revenu médian, 50% gagnent plus, 50% gagnent moins, et dans cette partie-là, il y a une partie qu'on va considérer comme pauvre. Ça, c'est la manière dont est calculée la pauvreté en Israël et en Europe. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la pauvreté absolue, qui est une notion, entre autres, utilisée par l'ONU, où là, on parle, mais aussi aux États-Unis, là, on parle de besoins primaires, de combien d'argent vous avez besoin par jour pour survivre, pour manger, pour avoir des vêtements. Mais après, c'est une notion qui est un petit peu compliquée, parce que si vous faites face à tous vos besoins primaires, mais que vous n'êtes jamais parti en vacances parce que vous n'avez pas d'argent, est-ce que vous êtes pauvre ? Oui. C'est une autre définition. Alors d'ailleurs, je propose tout de suite de regarder le sujet que vous avez réalisé, Marie Semelin. Donc on l'a dit, environ 1 600 000 Israéliens vivent encore en dessous du seuil de la pauvreté. La situation des enfants s'est aggravée avec près d'1 million de jeunes au sein des familles pauvres. Il ne s'agit pas ici d'options politiques, de droite ou de gauche, mais d'une réelle solidarité qui ne fonctionne plus. En Israël, des enfants souffrent donc encore de la misère au point d'être dépendants de la bonté d'associations caritatives, souvent débordées. Marie Semelin, vous avez donc voyagé dans le sud d'Israël. Vous avez rendu visite à une association nommée Shai Ashkelon, une association dynamique qui n'est jamais à court d'idées. On regarde votre sujet, on en parle après. Il est 7h30 du matin à Ashkelon et dans une demi-heure, il y a école. My name is Yocheved, I'm 16 years old. Moi, je m'appelle Yoreved, j'ai 16 ans. Et ça, c'est ma sœur, elle a 11 ans. Elle s'appelle Yahara. J'ai 3 frères et 5 sœurs. Ici, c'est ma maison. C'est un petit peu petit, mais ça nous suffit. 66% des juifs religieux du pays, comme la famille de Yoreved, vit sous le seuil de pauvreté. Et avec en moyenne plus de 6 enfants par foyer, l'école est un poste de dépense très important auquel les familles ne peuvent souvent pas faire face. Leur école accueille 1600 enfants sur toute leur scolarité, de 1 à 18 ans. Garçons d'un côté, filles de l'autre, c'est la moins chère de la ville et elle est gérée par une association religieuse israélienne. Étudier ici, cela coûte 45 shekels par mois pour un élève au collège et 200 shekels par mois pour le lycée. Ce prix inclut tout ce dont un élève a besoin, un repas chaud tous les jours, les fournitures scolaires, les livres. Et parfois, même cette somme, certaines familles ne peuvent pas la payer. Fondée il y a plus de 30 ans, l'association essaye de faire face à la pauvreté. Si les 3/4 de leur budget est de l'argent public, 25% vient de dons privés qu'il faut constamment renouveler. Le maire de la ville, lui, considère que 27 000 personnes ont besoin d'aide et soutient la démarche sans pour autant augmenter le budget. Dans le sud de la ville, nous avons une population qui est en retard du point de vue socio-économique. Et c'est très dur de combler ces différences. Et c'est là que l'aide de Shai Ashkelon est précieuse. Et ils prennent en charge beaucoup d'enfants en difficulté.
Mais pour continuer ce travail, il faut beaucoup de détermination et beaucoup d'argent. Après 18 ans, le coût d'accès à l'enseignement supérieur passe à plusieurs milliers d'euros par an, une barrière financière impossible à franchir pour cette communauté. Pour pouvoir assurer un métier à ses élèves, l'établissement a choisi de miser sur une formation professionnelle dès le collège, architecture ou couture pour les filles, pour les garçons, cyberdéfense, électronique ou robotique. Ici, les élèves ne sont pas les meilleurs, ils ne sont pas au top et ils ne sont pas sur une bonne ligne de départ. Ils ne sont pas forcément soutenus par leur famille et ils viennent de milieux défavorisés et de la petite classe moyenne. Nous partons de rien, du niveau zéro, et on s'investit pour en faire des élèves aussi bons que les autres. Notre joie, c'est de voir ces élèves partir de rien et devenir quelque chose. Ces formations professionnelles sont payées par des mécènes, tout comme une partie des repas chauds. Il y a 2 cuisines et dans celle-ci, c'est 600 repas qui sont préparés tous les jours. En plus des élèves, des habitants de Ashkelon en bénéficient. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ce sont des bénévoles comme Ilan qui leur apportent leurs repas. Dan est malade et ne peut pas travailler. La plupart de sa nourriture vient de l'association. Ça, c'est du poulet et du riz. Du schnitzel ou un truc au poulet. Une pomme. Et ça, c'est pour 2 jours. Ça ne suffit pas. Une barquette comme ça, c'est pour une journée. Vous pouvez vivre avec ça pour une journée? Je le divise en 2 et j'en mange la moitié le midi et la moitié dans l'après-midi. L'année dernière, le ministre des Finances avait promis 1,5 milliard d'euros pour combattre la pauvreté. Une guerre et presque 1 an plus tard, la somme n'a pas été investie et ce sont les dons et initiatives privées qui doivent encore faire face à la montée de la pauvreté. Voilà, c'était cette association Shai Ashkelon. Alors vous connaissez peut-être les Restos du Cœur. Eh bien, en Israël, il y a aussi une banque alimentaire nationale. Ça s'appelle Leket. Elle s'inspire plus du modèle américain, mais son objectif est le même, donner à manger à ceux qui se nourrissent trop peu ou trop mal. L'association est entièrement financée par des dons privés et doit gérer ses 8 millions d'euros de budget annuel. Leket redistribue les invendus, les produits agricoles ou même des repas non consommés à travers des associations d'aide aux personnes. Une logistique impressionnante qui ne peut se permettre aucune erreur. Les explications de Lise Barenboim. En Israël, plus d'1 800 000 personnes ne mangent pas à leur faim, dont 850 000 enfants. Leket Israël est une banque alimentaire nationale issue de la fusion de 2 organisations antérieures. Une table pour une table, créée en 2003 pour livrer des surplus de nourriture aux personnes dans le besoin, et la Banque alimentaire nationale fondée en 2007. כמה פעמים יצא לכם לראות אוכל טוב וטרי נזרק לפח, בזמן שיש אנשים שאין להם מספיק. כדי שזה לא יקרה, אנחנו כאן. ארגון לקט ישראל עוסק בהצלת עודפי מזון. אנחנו כותבים גידולים שנשארו בשדה, ואוספים מזון מחברות קייטרינג וממסעדות, כדי להביא אוכל טרי, מזין וטוב למי שזקוק לו. Leket transfère 220 tonnes de nourriture par semaine à 190 associations partenaires à but non lucratif au profit de 140 000 personnes. Hello and welcome to Leket Israel's journey of giving. A journey based on a simple idea, rescuing fresh, high-quality food that would have otherwise been thrown out for redistribution to those in need. Leket est une organisation à la logistique bien huilée. Dans le cadre de nombreux projets de redistribution et de secours alimentaires, la nourriture est collectée auprès de centaines de prestataires, comme des restaurants, des traiteurs, des exploitations agricoles, puis redistribuée à plus de 200 associations. Leket officie notamment dans les écoles en préparant des sandwichs pour des enfants défavorisés. 7800 bénévoles préparent quotidiennement des repas dans 100 écoles à travers tout Israël. Autre initiative, le plan de sauvetage des repas qui collecte et redistribue environ 13 000 repas chauds et 1800 miches de pain par semaine dans près de 200 cantines à travers le pays. Le programme d'éducation nutritive aide par ailleurs les populations pauvres à se nourrir correctement avec un budget limité en délivrant des séminaires pédagogiques.
Le but de l'Eket est aussi de récupérer les récoltes non utilisées par les agriculteurs israéliens avant qu'elles ne commencent à pourrir. Mais en temps de guerre, l'Eket est aussi là pour aider les citoyens à subsister, comme l'été dernier, en pleine opération bordure protectrice. A lot of people were in a great panic. People went down to the shelters. All people was afraid to come out from their home. With the help of Leket Israel, we keep serving hundreds of families and serve hot meals to the shelters. Comme le rappelle le directeur du développement de l'Eket, le but de cette organisation est bien évidemment de disparaître. One day, hopefully, we won't be needed. But as long as we're needed, we'll do everything in our power, and we're going to work hard to ensure that we get as much food as we can to needy people. Chers amis, restez avec nous. On se retrouve juste après une courte pause pour continuer de parler de la pauvreté en Israël. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Midi Ensemble, et je vous propose maintenant de partir à la rencontre d'une autre organisation. C'est un projet fou qui aide les Israéliens depuis près de 20 ans. La tête s'implique dans toutes les causes humanitaires possibles, aide financière, alimentaire et logistique aux populations les plus nécessiteuses. Aucun effort n'est économisé pour aider ceux qui souffrent, et ils sont bien plus nombreux qu'on ne le croit en Israël. Le reportage de Lise Barenbaum. Fondée en 1996 par Gilles Darmon, La Tête est une très grande organisation humanitaire israélienne. Cette association vient en aide aux populations en détresse dans la quasi-totalité des villes du pays. 3 grandes banques alimentaires ont été établies, une dans le Negev au sud d'Israël, une autre dans le centre et une dernière en Galilée au nord. Avec 1 650 000 Israéliens sous le seuil de pauvreté, soit 1 habitant sur 5, Israël a plus que besoin de l'action de La Tête. Les enfants sont les plus touchés avec 757 000 victimes, soit près d'1 enfant israélien sur 3. Le programme soutient aujourd'hui 5 000 familles, soit plus de 20 000 personnes dont les revenus ne couvrent pas les besoins alimentaires élémentaires. Les familles monoparentales, les nouveaux immigrants, les chômeurs de longue durée, les personnes âgées, les victimes de handicap sont les premiers bénéficiaires de l'aide de La Tête. Les actions sont variées. Distribution de paniers repas et de bons d'achat, aide médicale par le biais de coupons d'achat de médicaments et même aide financière d'urgence pour les situations les plus difficiles. L'association fédère l'action de plus de 8 000 volontaires qui donnent 270 000 heures de leur temps pour aider à travers les différents programmes de La Tête. L'organisation agit en collaboration avec plusieurs partenaires, comme les mairies et les services sociaux des villes. Aujourd'hui, 120 000 associations sont fédérées par La Tête et 2 millions d'Israéliens contribuent aux dons de nourriture. De grands noms de l'industrie alimentaire israélienne, comme Tnuva, Osem ou Elite, se joignent aux efforts de La Tête. La 2e chaîne de télévision israélienne réalise même un téléthon annuel. Tous les ans, La Tête publie un rapport alternatif sur la pauvreté, chargé de montrer la réalité en Israël derrière les chiffres publiés par le gouvernement. Parmi les programmes phares de La Tête, il y a aussi Une aide pour la vie, une initiative qui assiste les victimes de la Shoah, frappées par la pauvreté, grâce à des visites régulières, des livraisons de repas et des coupons médicaux. Et on a du mal à le croire, hein, mais des rescapés de la Shoah vivent dans la pauvreté. Et c'est pourtant vrai. Aujourd'hui en Israël, il y a 260 000 rescapés de la Shoah et 80 000 d'entre eux ont du mal à subvenir à leurs besoins et vivent sous le seuil de la pauvreté. Ces survivants sont dans leur 70e ou 80e année. Ils mangent aux soupes populaires et reçoivent des vêtements d'organisations charitables. Il leur faut choisir entre produits alimentaires, médicaments et ils n'ont bien entendu pas suffisamment d'argent pour se payer un appareil auditif, des lunettes ou bien un dentier. C'est absolument insupportable d'entendre des choses pareilles. Dorit, au niveau éthique, pour Israël, c'est très lourd à porter. Hein. Oui, effectivement, c'est un sujet très complexe. Je pense qu'il faut replacer dans son contexte. Les personnes âgées en général en Israël sont extrêmement touchées par la précarité. Sur 140 000 personnes que nous aidons, il y a environ 70 000 personnes âgées. Et parmi elles, évidemment, les rescapés de la Shoah. C'est un sujet complexe parce que dans le cadre des accords entre l'Allemagne et Israël, les Shilumim dans les années 50, effectivement, il y avait des réparations prévues pour un nombre de rescapés de la Shoah donnés, qui ne tenaient pas compte de ceux qui allaient arriver ensuite. Et donc, vous avez effectivement des personnes qui reçoivent une pension du ministère des Finances. Mais si vous prenez par exemple les gens qui sont venus du RSS, ils reçoivent aujourd'hui une allocation vieillesse sans aucun lien avec le fait qu'ils soient rescapés de la Shoah ou non. Effectivement, c'est un sujet très compliqué. David, pourquoi le gouvernement ne fait rien ?
C'est une question, comme l'a dit Dorit, une question d'ordre éthique et moral. Je crois que le gouvernement a une énorme responsabilité justement dans son inaction à aider ces rescapés, ces personnes qui ont vécu pendant la Shoah, qui ont souffert pendant la Shoah, car même s'ils n'ont pas, comme l'a expliqué Dorit, reçu l'aide nécessaire à l'époque de la part de l'Allemagne pour aider tous ces rescapés, elle a évidemment une dette morale, car l'État d'Israël a en quelque sorte joui de cet argent qui a été versé par l'Allemagne pour acheter des autobus, pour construire des routes, pour construire des bâtiments, à l'époque où Israël était dans une extrême précarité budgétaire. Et quelques années plus tard, alors que le budget est excédentaire, il y a encore des réserves monétaires, il est intolérable d'un point de vue éthique que l'État d'Israël ne prenne pas en compte, ne prenne pas soin de ces rescapés. Alors, le dernier rapport de la tête montre que la situation financière des familles pauvres ne s'est pas améliorée au cours des dernières années. Bien au contraire, 50% des répondants du grand public affirment qu'ils sont obligés d'acheter moins de nourriture en raison de la situation économique. Fleur Citruc a rencontré pour Midi Ensemble Gilles Darmon. Regardez. Bonjour, Gilles Darmon, vous êtes le président et le fondateur de l'organisation humanitaire La Tête, ce qui veut dire donner en hébreu. Vous nous accueillez ici à Tel Aviv, au QG de l'organisation, et vous dites souvent que c'est grâce à La Tête qu'on a révélé, dévoilé la pauvreté en Israël. Pourquoi ? Bien, quand La Tête a débuté son chemin dans les années 96-97 en Israël, nous avons commencé à interpeller le public israélien en lui demandant de prendre part à une opération de collecte alimentaire. Et il s'est avéré que quand nous nous adressions au public israélien en lui disant voilà, il y a des pauvres en Israël, il faut faire quelque chose, la réponse était ah bon ? Je ne savais pas, etc. Vu l'importance du phénomène, La Tête a pris sur lui de prendre ce sujet-là, de le mettre au cœur du débat public et de demander aux Israéliens de réagir et d'assumer leurs responsabilités dans le traitement de cette question de la pauvreté dans la société israélienne. Alors parlons un peu de vous, Gilles Darmon. Vous êtes arrivé en Israël de France il y a 20 ans. Vous avez fait ce qu'on appelle votre alia. Et un an seulement après votre arrivée, vous décidez de fonder cette organisation. Pourquoi ? Bien, mon alia est une alia idéologique. Je suis venu en Israël parce que je me définissais comme sioniste et je pense que le moteur de mon engagement autour de la création de l'organisation La Tête a été de dire si je suis en Israël, alors je dois essayer de faire quelque chose pour construire ce pays. Ce pays reste à construire. Je pense que le projet du sionisme et le projet d'État d'Israël n'est pas un projet terminé. Il y a encore beaucoup à faire. Et en arrivant au milieu des années 90, il m'est apparu que la question sociale était sans doute le nouveau sionisme, en tout cas la chose à traiter en urgence en Israël. Je pense que si j'étais arrivé 20 ans plus tôt, j'aurais peut-être été travailler dans un kibbutz. Si j'étais arrivé 10 ans plus tôt, peut-être que j'aurais été prendre une position dans l'armée. Milieu des années 90, la question sociale commence à émerger. Il m'a semblé que c'était l'endroit important où s'impliquer pour, encore une fois, construire cette société israélienne. Alors revenons à l'association. Aujourd'hui, on parle d'un volume de 20 millions d'euros, 13 000 volontaires, 1000 familles par exemple, 1000 rescapés de la Shoah aidés, 60 000 familles. Donc vous êtes sur le terrain également à l'étranger, au Rwanda. Vous avez participé à de nombreuses missions humanitaires. Quelle est, si vous deviez choisir, la mission qui vous tient le plus à cœur ou dont vous êtes le plus heureux ? Écoutez, d'abord, la satisfaction de se dire que le résultat de l'activité de La Tête est finalement de changer le quotidien d'une famille en détresse. C'est un message non seulement d'entraide, mais aussi de solidarité. Et je dirais un outil pour rompre la solitude des gens qui vivent dans cette situation d'exclusion, de pauvreté en Israël. Donc je n'ai pas particulièrement d'opération qui me tient à cœur. Je pense que s'il y a quelque chose qui aujourd'hui est important au sein de l'organisation La Tête, c'est le mouvement de jeunesse qu'on a créé, justement, puisque depuis quelques années, plus de 2500 enfants, de l'âge de 10 ans à l'âge de 16 ans, chaque semaine se réunissent pour essayer de définir un projet social et de voir comment ils vont, eux, aider à leur propre dimension, avec leurs propres moyens, la société qui les entoure. Et chaque année, à travers ce mouvement de jeunesse, on produit à peu près 500 micro-projets sociaux qui ont un impact direct sur leur environnement, mais aussi on est en train d'éduquer cette société israélienne et faire de ces enfants-là des citoyens responsables, des citoyens solidaires qui, je l'espère, quand ils seront à leur majorité, prendront sur eux une part de cette
cette responsabilité qui est de faire cette société israélienne une société plus juste, une société moins inégalitaire, une société où la misère recule et on peut construire ce vivre ensemble. Alors justement, vous avez presque répondu à la question que j'allais vous poser maintenant, c'est quel est votre rêve pour l'avenir, votre souhait dans cette société israélienne? Moi, j'ai un seul souhait depuis 20 ans pour cette organisation, c'est qu'elle ferme le plus vite ses portes. Même si on est dans l'ordre du slogan, je crois que c'est important de dire que deux choses. Un, la situation auquel nous faisons face est une situation qui est inacceptable et qui n'est pas normale. Ce n'est pas le rôle des associations de prendre sur leurs épaules la question de la pauvreté. Dire que ce n'est pas demain avec nos petits bras à la tête, malgré l'ampleur de notre activité, que nous réussirons à traiter 1 600 000 personnes en situation de pauvreté. C'est au gouvernement de prendre sa responsabilité. C'est au gouvernement de prendre les décisions qui changeront la dynamique sociale dans ce pays. Donc effectivement, j'aimerais bien un jour me lever et me dire c'est bon, le gouvernement assure sa responsabilité, il y a suffisamment de travail pour tout le monde, il y a moins de pauvreté en Israël où il n'y en a pratiquement plus, il n'y a plus besoin d'une organisation comme celle de la tête. Gilles Darmon, merci beaucoup. Merci à vous. Alors justement, le vrai pouvoir économique est détenu par une dizaine de familles et c'est très similaire avec l'histoire économique russe. Israël a réussi à fonder des dynasties d'oligarques qui ont profité de l'aubaine des privatisations. Ces familles qui ont donc le monopole David Shapira, est-ce qu'elles aident les pauvres? Proportionnellement, non. Elles aident les pauvres dans une stratégie marketing, souvent, c'est-à-dire dans leurs bénéfices, quand il s'agit de mettre leur société en avant, et donc d'aider les pauvres, ça oui, mais proportionnellement, il y a une émission, il n'y a pas longtemps, diffusée à la télévision israélienne, qui montre que les riches ne donnent pas ou donnent très peu proportionnellement à la couche moyenne de la population qui, elle, comme on l'a vu, 2 millions de personnes donnent de la nourriture pour la tête. C'est les couches moyennes qui aident le plus et c'est sur elles que repose l'essentiel je dirais, de l'aide humanitaire en Israël. C'est scandaleux parce que, comme vous l'aviez remarqué, il y a eu, dans les années 90, une privatisation des biens qui appartenaient à l'État, des grandes usines, qui ont été donnés, justement, rachetés à très bas prix, bradés à quelques familles. Ces familles-là, si vous voulez, ne donnent pas le change, ne donnent pas la contrepartie de l'aubaine, de l'opportunité qu'ils ont saisie. Et c'est bien dommage. Personnellement, lorsqu'il m'arrive de prendre, par exemple, sans citer de nom, mais la compagnie El Al, et qu'une grande banque de ce pays demande aux gens de mettre des pièces d'argent dans des enveloppes, alors qu'elle-même fait des bénéfices de plusieurs centaines de millions de shekels ou de dollars, je trouve ça un petit peu scandaleux pour aider la jeunesse en difficulté ou les enfants qui ont beaucoup de problèmes. Elles ont largement de quoi subvenir dans leurs bénéfices, dans une petite part de leurs bénéfices, à toutes ces aides qu'on demande aux voyageurs. Vous vouliez intervenir, Marie Semelin? Oui, c'était en réaction de ce que vous dites et de l'interview également. Le président de la tête souhaite que la tête ferme, mais l'évolution qu'on voit, que ce soit ici, en France, en Europe, c'est exactement le mouvement inverse, à savoir que l'État se désinvestit et que c'est les associations qui viennent prendre cette mission. Pour certains, c'est le rôle de l'État, pour d'autres, non, mais c'est elles qui viennent combler ce vide. Vous êtes d'accord, Dorit? Oui, je suis tout à fait d'accord. Simplement pour ce qui vient d'être dit, la Banque Hapoalim, la Fondation Sherry Harrison, nous soutient et justement fait quand même certaines choses. On peut espérer beaucoup plus, bien sûr, de ces entreprises, mais il y a quand même des choses qui sont faites. Ce qu'on espère, nous, du prochain gouvernement qui va arriver, je crois que c'est important de le dire, c'est que s'il n'est pas en mesure de prendre ces questions à bras le corps, qu'au moins il nous facilite la tâche. C'est-à-dire qu'on adopte des lois, par exemple, qui encouragent la philanthropie, comme ça existe en France ou aux États-Unis, ou qu'on permette, par exemple, aux entreprises de faire des dons en nourriture contre défiscalisation. C'est ce que on va tout de suite retrouver Marianne pour les questions téléspectateurs. Vous vous en doutez, il y a pas mal de questions sur Internet. Marianne, bonjour. Oui, bonjour Valérie. Alors effectivement, de nombreuses questions, notamment celle de Bruno, qui habite en Corse, et qui nous dit qu'il se demande quelles sont les conséquences de la pauvreté, surtout sur les plus jeunes. D'après vous, David, quel est l'avenir exact de ces futurs adultes qui vivent dans des conditions terribles aujourd'hui ? Écoutez, il y a eu déjà en été 2011, un grand mouvement de contestation. Je vous rappelle qu'il a réuni près d'1 million et demi de manifestants à Tel Aviv. On a vu il y a quelques jours les émeutes de cette communauté d'origine éthiopienne, qui est aussi considérée comme une des plus pauvres communautés, entre guillemets, en Israël. Et évidemment, cette contestation est aussi le fruit d'une paupérisation des membres de cette communauté par rapport aux Israéliens moyens. Alors c'est très dangereux, la paupérisation
situation en Israël, l'écart qui se creuse, le fossé qui existe entre les très riches et les très pauvres continue à s'élargir, à s'agrandir, et ça mine, si vous voulez, les fondements du pays. Avant, je dis avant, dans les années 50-60, tout le monde était pauvre, et tout le monde souffrait, et tout le monde essayait de donner. Aujourd'hui, on voit que, entre guillemets, chacun pour sa peau, c'est une individualisation de la société. De solidarité. Et alors, voilà. Une autre question, Marianne, peut-être sur Internet. Celle de Patrick de Nice qui nous laisse plutôt un commentaire qui nous dit qu'il a l'impression qu'on parle d'un pays du tiers-monde où les gens meurent de faim. Qu'en pensez-vous, Dorit ? Dorit. Oui, c'est pas tout à fait exact. Je pense qu'Israël, on l'a dit, est un pays qui s'est développé extrêmement rapidement et pour des problèmes structurels a effectivement des écarts sociaux qui sont importants. C'est inacceptable, mais nous, on ne parle pas de faim. Parce qu'on n'est pas en Afrique et ce n'est pas le terme qui décrit la réalité sur le terrain. On parle d'insécurité alimentaire. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas accès à une nourriture convenable ou qui sautent régulièrement des repas. Et je crois que ce qui est important de préciser, en tout cas dans le domaine alimentaire, c'est que les excédents alimentaires en Israël, entre 30 et 50% donc de gâchis alimentaires, sont ceux d'un pays développé et non pas ceux d'un pays du tiers-monde. Justement, Marie, alors maintenant, des mesures concrètes, que va faire le gouvernement ? C'est un peu l'expectative, mais le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déjà choisi de nommer Moshe Carlon au ministère des Finances, ce qui a été pris comme un signe plutôt positif par les gens qui sont attentifs à cette question, parce que Moshe Carlon est un homme qui a déjà fait ses preuves, entre guillemets, qui a fait baisser les prix de la téléphonie mobile et aussi ceux de l'électricité. Et dans son gouvernement, dans son équipe, pardon, il y a aussi un homme qui s'appelle Eli Elalouf, qui a été récemment à la Knesset le chef de la commission pour la lutte contre la pauvreté. Donc pour l'instant, pour les noms, ça va, mais ensuite, jusqu'ici, Benjamin Netanyahou n'a a priori pas mis la lutte contre la pauvreté dans ses priorités. On va voir si ça va changer. Dorit, David, Marie, merci à vous d'avoir été là. Restez avec nous, Midi Ensemble, ça continue. Tout de suite, nous allons ouvrir notre page santé.